vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. L'agence Science Presse célèbre presque un demi-siècle. Le média qui est derrière l'émission Je vote pour la science fête donc 45 ans, un phénomène rare alors que le milieu des médias vit une crise. C'est particulièrement rare pour un média scientifique en français en Amérique du Nord. En novembre 1978, l'année de sa fondation, l'agence Science Presse publiait son premier bulletin d'articles scientifiques à destination des journaux quotidiens du Québec, nommé l'Hebdo-Science. 2 ans après, un autre service très populaire était lancé, l'Hebdo-Science Radio. C'était bien avant l'émission Je vote pour la science, qui a 15 ans cette année tout de même. Quels ont été les débuts de l'agence Science Presse et pourquoi c'est important de souligner cet anniversaire de ce média auquel j'appartiens? Ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. L'agence Science Presse a 45 ans, c'est un événement à souligner car c'est la seule agence de presse dédiée aux nouvelles scientifiques de la francophonie à destination du grand public en Amérique du Nord et c'est donc aussi la célébration du journaliste scientifique québécois. Pour en parler, je suis en compagnie de Pascal Lapointe, rédacteur en chef depuis 2007. Il coordonne le détecteur de rumeurs depuis 2016. Il a été l'un des directeurs de l'agence aussi et il a même co-animé cette émission. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Isabelle. Nous sommes en compagnie de Colette Brun, qui est professeure titulaire et directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et de Félix Maltais, premier directeur de l'agence Science Presse. Ça, il faut remonter en 1978 et fondateur du mouvement éducatif Les Débrouillards. Bonjour. Bonjour Isabelle. Donc, des articles scientifiques, une émission de radio que vous écoutez actuellement, des balados, une rubrique de vérification de faits, le détecteur de rumeurs, des formations aux médias. L'agence Science Presse, c'est tout ça et plus encore, et cela depuis presque un demi-siècle. Donc, pour commencer, peut-être, Pascal Lapointe, pourquoi c'est important de souligner les 45 ans de l'agence Science Presse? Ben, comme tu viens de dire, c'est quelque chose d'unique au Québec et même dans le monde. Et puis, il y en a pas beaucoup de médias spécialisés en sciences. Au Québec, il y a nous, il y a Québec Science et évidemment pour les jeunes, le mouvement des débrouillards. C'est pareil un peu partout dans le monde. Le journaliste scientifique a traditionnellement été un parent pauvre dans les médias. Pour certains auditeurs, pour certains lecteurs, ça fait peur, la science, alors ça semble trop compliqué. Pour certains rédacteurs en chef, ils ont peur que leurs lecteurs décrochent. Alors, c'est pour ça que c'est important de souligner qu'il existe des choses qui se font au Québec depuis longtemps, qui ont une certaine pérennité, qui sont durables. Puis bon, Dieu sait qu'on est dans une période avec la désinformation, la pandémie qu'on vient de vivre, où on a besoin de l'information fiable, crédible, vérifiée, en particulier en sciences. Oui, justement, professeur Brun, nous sommes dans un contexte où les ressources des médias d'information et la confiance du public à leur égard diminuent. Les médias ne se portent pas très bien. Alors, comment s'inscrivent ces 45 ans de l'agence Science Presse pour vous? Je dirais que l'agence Science Presse de tout temps a été une source d'information sur la science et avec la science qui est à la fois indépendante et critique, une ressource aussi pour le milieu journalistique. Je dirais, moi, en tant que professeur, aussi un outil pour la formation des futurs journalistes. Et enfin, et j'insiste beaucoup sur ce point, un acteur important de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, à une époque où les médias d'information ne sont plus la source unique ou même la source principale d'information pour beaucoup de gens dans la population, et je pense particulièrement aux plus jeunes, l'agence Science Presse a vraiment fait figure d'innovateur en développant des programmes comme le détecteur de rumeurs, en jouant un rôle central dans le développement des formations en classe dans les écoles à l'éducation aux médias et auprès de toutes sortes de publics. Alors pour moi, c'est sûr que je suis aussi une grande fan de journalistes scientifiques à titre personnel. Alors pour moi, c'est une ressource absolument précieuse et essentielle dans notre paysage. Oui, l'agence Science Presse, c'est aussi la maman des débrouillards, une sorte de terreau qui a pu naître la famille des magazines ou l'émission de télé. Il y a eu une émission de télé, les débrouillards aussi, et à la radio. Pas vrai, Félix?
Oui, absolument. L'agence avait d'abord créé une chronique d'expérience pour les enfants qui était très populaire auprès des médias régionaux abonnés au service de l'agence. Alors, c'est ce qui m'avait donné l'idée de créer un recueil de ces chroniques-là, un livre. Et ensuite, le livre a été tellement populaire que l'idée de créer un mouvement en s'associant. Donc, l'agence Science Presse a contacté le réseau Technosciences qui fait les expos sciences et les clubs sciences dans les écoles pour créer ce mouvement-là qui n'a cessé de se développer depuis 42 ans. Oui, professeur Brun, nous avons vu si avec... je peux me permettre, sur les débrouillards, là, j'ai souvent dit qu'à mon avis, les débrouillards étaient le meilleur média d'information au Québec. Et tout âge confondu, j'encourageais, je pense que beaucoup de parents l'ont lu à côté de leurs enfants ou avec leurs enfants. Et on sait aussi que ce magazine a nourri beaucoup de vocations journalistiques et même de vocations en journalistes scientifiques, des journalistes qui étaient des lecteurs assidus de ce magazine et maintenant de sa version numérique. C'est vraiment un trésor. Oui, ben c'est ça, nous avons vu avec la COVID, notre époque demande à être bien informée, de mieux comprendre les questions scientifiques. Mais comment rejoindre les jeunes, particulièrement, professeur Brun, qui sont sur Internet plutôt, qui sont sur les réseaux sociaux? C'est la grande question, hein, quand on est plus vieux et même quand on est parent et enseignant, on se demande, on se pose cette question-là. Alors, je crois que les initiatives, en tout cas, en juger par la réception des jeunes autour de moi, les initiatives comme les débrouillards, ce que fait l'agence Science Presse, même le détecteur de rumeurs, c'est des formats qui sont vraiment conçus pour le numérique, qui sont parfois un peu ludiques aussi. Hein. Il faut pas que... Bon, c'est très bien d'avoir une présence en classe, mais c'est bien aussi d'avoir des contenus qui ne ressemblent pas à des devoirs. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de développer aussi, nous, du côté de la recherche, de tester des outils de lutte à la désinformation, donc un peu de développer de l'autodéfense intellectuelle chez les jeunes, mais sans que ça ressemble à un travail scolaire. Et ça, c'est, je pense, surtout pour ceux d'entre nous qui sommes enseignants, c'est peut-être un peu contre nature, mais il y a quand même des résultats intéressants là, du côté de la recherche. Et bien sûr, l'agence Science Presse est souvent un participant actif à ces travaux-là. Oui, on va un peu rétro-pédaler. Donc, pour commencer, Félix, comment tout ça a commencé? Comment a commencé l'agence Science Presse? En fait, l'agence est une initiative de l'Association des communicateurs scientifiques qui avait été fondée en 1976 et qui a réussi à aller chercher, grâce à l'appui de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, l'ACFAS, rechercher une subvention pour créer une genre de petite agence de presse scientifique destinée aux journaux hebdomadaires régionaux. Donc, le premier public de l'agence, c'était vraiment les petits médias, les journaux de quartier, les journaux régionaux. Et donc, avec cet argent-là, il m'a engagé. Et moi, j'ai engagé des journalistes et pigistes. Et on a commencé à produire des textes en 1978, donc, pour rejoindre le public via ces médias-là, ces journaux-là qui étaient gratuits la plupart du temps et qui utilisaient, écoutez, il y en avait à cette époque-là près de 200 au Québec et dans l'ensemble du Canada francophone. Et on calculait qu'il y en avait à peu près un peu plus de la moitié qui utilisaient régulièrement les textes de l'agence Science Presse. Donc, ils découpaient les textes, ils les ajoutaient dans leur montage, et c'est ainsi que l'agence a pu rejoindre énormément de public, et avec ses textes, et plus tard avec la chronique des débrouillards aussi. Et l'agence aussi rapidement a fait une version radiophonique de ces textes, une version radiophonique mais écrite. Donc, les animateurs de radio recevaient le Hebdo Science Radio, comme s'appelait ce média-là, et racontaient les informations en capsule. Les informations étaient toutes en capsule, entre deux chansons, entre deux interventions. C'était très, très populaire auprès des stations de radio. Oui, c'était le bulletin Hebdo Science, je pense, Pascal, vous vous en souvenez. En 93, il existait encore. Oui, il venait peut-être de Césaron, mais j'y ai jamais vraiment participé. Mais effectivement, je suis assez vieux pour me rappeler d'avoir vu les feuilles de couleurs bizarres sur lesquelles étaient écrits les textes qui étaient envoyés aux animateurs. Oui, c'était très, très populaire.
Et l'agence a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la culture scientifique au Québec. Et je pense que la présence de l'agence à la fin des années 70 fait partie de ce qui a incité les gouvernements à mettre sur pied des programmes d'aide à la culture scientifique. Parce que les premières années de l'agence, il n'y avait aucun programme de subvention consacré à la vulgarisation scientifique. Les seuls organismes subventionnés, c'est ceux qui faisaient du loisir scientifique, comme le réseau Technosciences et la Fédération québécoise du loisir scientifique. Donc, la présence de l'agence, puis les démarches qu'on a faites en cognant à la porte de plusieurs ministères, bien, ça a fait en sorte que à Ottawa, le gouvernement fédéral a créé le programme Sciences et Culture Canada, et à Québec, le mandat de la culture scientifique, un nouveau mot à l'époque, a été confié à un ministère en particulier, mais la culture scientifique s'est promenée entre le ministère du Développement économique, le ministère des Communications, le ministère de la Culture. Bref, avant d'être, depuis de nombreuses années maintenant, lié au ministère du Développement économique et de la Technologie. Donc, il fallait créer une place au sein des gouvernements pour la mise à la disponibilité de ressources financières pour les associations, les groupes, les initiatives de popularisation de la science ou de diffusion de l'information scientifique. Donc, l'agence, à partir de ce moment-là, on a cessé de courir à 10 lièvres à la fois pour se concentrer sur ces deux programmes-là à Ottawa et à Québec, ce qui nous a permis de nous développer. Oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Professeur Brun, est-ce que c'est toujours important de soutenir financièrement les initiatives, justement, de communication scientifique, de journalistes scientifiques ou le journaliste, tout simplement? Oui, absolument, parce qu'on le voit de plus en plus que ces initiatives ne peuvent pas être soutenues par le libre marché. Hein. Les revenus publicitaires de l'information ne suffisent plus. En fait, les médias ne suffisent plus à financer le travail, je dirais, de base. Là. Et de tout temps, hein, je vous apprends rien, là, le journalisme scientifique a été considéré un peu comme un luxe dans le milieu de l'information, comme un extra, quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais qu'on trouve que bon, c'est peut-être pas ce qui est le plus vendeur. Je pense à tort, là, parce qu'on voit bien la popularité des contenus scientifiques quand ils sont bien faits. Et donc, je pense que oui, et pour toutes les raisons que Félix mentionnait là, sur le développement de la culture scientifique, qui est vraiment un enjeu de société, mais aussi d'un regard critique. Hein, c'est ce que fait le journalisme, donc qui n'est pas simplement la promotion de la science, la promotion des scientifiques en tant que, je sais pas, là, de superstars ou de super chercheurs, mais de la science vraiment comme un enjeu de société et comme un prisme à travers lequel on peut mieux comprendre à peu près tous les enjeux de société. Donc ça, je peux vous dire que c'est un combat qui n'est jamais gagné. Moi, j'y crois fermement, mais on a tendance à encore trop voir la science comme une affaire de spécialistes, d'experts, alors que c'est une question qui nous concerne tous. Et en ce sens-là, l'agence Science Presse est vraiment au centre des efforts pour, on pourrait dire, démocratiser la science et mettre un peu de science dans notre démocratie. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Pascal, est-ce que la science a la place qu'elle mérite dans les journaux et dans les médias? Alors, ça va de soi que la réponse est non. La science n'a pas la place qu'elle mérite. Il y a eu des études qui remontent aux années 70 dans lesquelles, à chaque fois, la place de la science dans les médias est de 5% ou moins. Et ça, c'est quand on additionne la science, la santé et les technologies. On peut quand même voir des lueurs de changement, puis c'est bien ce que Colette Brun mentionnait à l'instant sur ce mélange entre science et social et politique, parce que ça fait le pont avec cette émission-ci. L'émission Je vote pour la science, elle a été créée à l'agence Science Presse, et l'idée de base à l'époque, c'était que
les enjeux scientifiques, c'est pas quelque chose qui se passe dans une tour d'ivoire, dans un laboratoire. Il y a aussi des ponts à jeter entre des questionnements politiques. Et puis, ça, c'est vrai donc pour cette émission-ci, Je vote pour la science, mais c'est vrai d'un paquet de choses. C'est l'évolution même du journalisme scientifique et de l'information scientifique qui nous oblige à rappeler au public, c'est important de s'intéresser à la science parce que ça nous concerne tous. Même si vous n'avez pas étudié en sciences, même si vous n'avez rien compris aux sciences, même si vous avez trouvé ça plate, les cours de sciences au secondaire, c'est important, ça vous concerne parce que c'est des questionnements, et Dieu sait si on l'a vu pendant la pandémie, c'est des questionnements sociaux, économiques, politiques qui nous concernent tous. Oui, et ça commence pour très tôt à l'école, même si on n'aime pas les cours de sciences. Comment rendre ça intéressant pour les jeunes, Félix, la science ou les scientifiques? Ah bien, écoutez, vous devriez vous adresser à des enseignants pour ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts quand même qui se font dans les écoles. Il y a eu une grosse évolution depuis 40 ans, depuis que des débrouillards ont été créés, pas seulement à cause des débrouillards, mais parce que les enseignants, comme beaucoup de gens dans la société, ont pris petit à petit conscience de l'importance de la science et de l'intérêt de la science pour les enfants, l'intérêt dans leur vécu quotidien, l'intérêt pour susciter des discussions à table le soir avec les parents, etc. Donc, je pense que les enseignants ont accru leur rôle de transmetteur de la culture scientifique, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Hein. Des programmes de sciences à l'école, c'est peau de chagrin, c'est tout petit, même au secondaire, ils les ont diminués il y a quelques années. Alors ça dépend pas des enseignants, ça dépend des autorités, ça dépend du ministère. Et bien, le ministère, il n'y a pas beaucoup de scientifiques, hein, dans les hauts fonctionnaires, il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans les députés non plus. C'est les scientifiques qui sont dans les universités, dans les centres de recherche, ils font leur travail et ils se mêlent peut-être pas assez de la chose sociale et ce qui fait en sorte que c'est les avocats, puis c'est les ingénieurs, puis c'est peut-être en forçant et les notaires et les médecins qui mènent la barque, surtout les avocats, hélas. Pascal, quand vous êtes arrivé dans les années 90, très vite, l'agence Science Presse a lancé son site Internet et c'était assez nouveau. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé beaucoup de choses. Les textes ont pu rejoindre directement le public. Ça s'inscrivait aussi dans une époque où malheureusement on voyait les hebdomadaires régionaux dont Félix parlait tantôt décliner, mourir les uns après les autres, ou bien être fondus dans des grands consortiums, dans des grands conglomérats dans lequel il y avait moins d'informations, mais beaucoup plus de publicité. Donc, le site web a permis d'aller rejoindre un public qu'on n'aurait pas pu rejoindre auparavant, puis a permis d'expérimenter petit à petit des nouvelles choses, parce qu'on le sait, dans les 20 dernières années, les technologies ont permis de produire plus facilement des contenus différents. Donc, ça nous a conduit à faire de l'audio, l'émission de radio, mais aussi plus récemment des capsules vidéo, des infographies. C'est une démocratisation du savoir, malgré tout le mal qu'on peut dire des réseaux sociaux, puis Dieu sait si j'en dis beaucoup de mal, ça a permis aussi d'aller rejoindre des publics qui n'étaient pas rejoignables auparavant. En France, par exemple, c'est toujours étonnant de constater, quand on regarde les statistiques d'achalandage, que la moitié du public de l'agence arrive de France. Et on constate qu'on doit faire du bon travail parce que très souvent, on voit dans les commentaires qu'ils se rendent même pas compte qu'on est au Québec. Ils nous demandent comment c'est qu'on parle pas plus souvent de Macron. Ah oui, d'accord, entendu. L'agence participe aussi à la lutte à la désinformation avec le détecteur de rumeurs. Ça aussi, c'est nouveau. C'est en fait la science qui serait en quelque sorte l'antidote à la désinformation. Oui, quand on a créé le détecteur de rumeurs en 2016, ça s'inscrivait dans une tendance un peu mondiale où plein de médias créaient des nouveaux organes de fact-checking, la vérification des faits, mais presque tous en politique. C'était aussi l'époque de Trump avec ses fake news, et nous, on se disait, oui, mais des fausses nouvelles, il y en a aussi en sciences et en santé, donc ça a été la raison pour laquelle on a créé le détecteur de rumeurs. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que quelques années plus tard, il y ait une pandémie qui déclencherait une épidémie de fausses nouvelles, mais ça s'est révélé être quelque chose d'extrêmement qui répondait à un besoin. On se rend compte d'ailleurs que les textes du détecteur de rumeurs sont systématiquement plus lus, plus partagés sur les réseaux sociaux, plus repris par les médias que les autres textes de l'agence. Et donc, oui, il y a un besoin. Il y a des gens qui
voient bien le déluge d'informations qu'ils reçoivent sur leurs écrans et qui se demandent mais comment faire pour distinguer le vrai du faux. Ça nous a aussi appris qu'avec les détecteurs de rumeurs, on pouvait avoir deux axes. Le premier, le plus connu, celui dont je parle en ce moment, qui est de déboulonner des fausses nouvelles, mais l'autre qui est d'apprendre au lecteur à déboulonner par lui-même des fausses nouvelles. Et donc, ça nous a amené à créer toute une série de petites activités en éducation à l'information, des formations, des infographies, des capsules vidéo, parce que ça ne diminuera pas la désinformation et les fausses nouvelles. Et il y a une nécessité, une urgence même, je dirais, d'outiller les jeunes et les adultes pour être plus vigilants face à ce qui arrive sur leurs écrans. Oui, justement, pendant ce temps-là, les débrouillards créaient d'autres magazines que les débrouillards, les explorateurs pour les petits, mais surtout Curium pour les ados. Félix? Oui, absolument. Bien, c'était la suite logique. Devant le succès des débrouillards, il y a 25 ans, nous avons créé les explorateurs pour les plus jeunes débrouillards. Et quand les deux magazines allaient très, très bien puis qu'on commençait à faire un petit peu de surplus, bien, on s'est dit, attaquons le public des adolescents, donc les 12 à 16 ans, là, qui sont trop jeunes pour s'intéresser vraiment à Québec Science, mais qui ont besoin qui bénéficieraient d'un média d'information scientifique adapté à leur âge. Et donc, Curium va très bien, même très bien. Il y a même maintenant une émission de télé qui s'appelle Curium, qui a été faite par Radio-Canada, avec l'aide de nos équipes et qui est une excellente émission. D'ailleurs, il faut pas, on oublie parfois dans notre critique des médias de souligner le rôle fondamental que Radio-Canada a toujours joué dans la diffusion de l'information scientifique. C'était la maison mère de Fernand Séguin, notre premier grand vulgarisateur, et avec l'émission Découverte, avec aujourd'hui la science à la radio et tout ça, avec la chaîne ici Explora, Radio-Canada joue un très très grand rôle de diffusion de la culture scientifique, et comme dit Pascal et comme disait Madame Brun, développer l'esprit critique chez les gens. Ça commence par diffuser une information vraie et ça continue par examinons les faits qu'on nous présente et ne gobons pas tout et fions-nous aux sources contrôlées, aux sources fiables, crédibles, qui ont l'émission Découverte. On peut croire ce qu'ils nous disent, c'est des journalistes scientifiques qui la font. C'est une institution publique qui n'a pas d'intérêt particulier à défendre. Donc, on peut ajouter foi au magazine Québec Science. Depuis 50 ans, il remporte des prix de journalisme un peu partout. Donc, oui, il y a aussi... fions-nous à des sources fiables, reconnues. Oui, il y a aussi un beau coup de chapeau à Radio-VM qui nous soutient, qui nous accueille depuis quelques années. Ça, c'est une de vos idées, Pascal. Comment l'émission a atterri à Radio-VM? Ça, c'est ce que les auditeurs veulent savoir. Oui, en 2008, justement, je parlais tantôt de cette réflexion sur le fait que la science on voulait que la science jette un pont vers le politique, rappeler aux gens qu'il y a des ponts à faire entre ces deux planètes. C'était l'époque où aux États-Unis, on sortait de la présidence Bush, qui avait été reconnue, entre autres choses, pour beaucoup d'ingérence du politique dans la recherche scientifique. Et là, Obama arrivait en 2008 avec beaucoup de promesses en ce sens-là. Donc, on s'était dit, voilà une opportunité pour faire quelques balados. C'est comme ça qu'on le voyait au tout début, José Nadia-Drouin et moi. On va faire quelques balados, science et politique. On a appelé ça « Je vote pour la science ». On s'est dit, on va peut-être avoir assez de sujets pour une saison. Et puis voilà, 15 ans plus tard, t'es encore là, Isabelle, puis les sujets manquent pas. C'était une inspiration qui était liée au moment, mais en même temps, ça a été le fun que quelques années plus tard, Radio-VM dise, oui, ça nous intéresse, on va diffuser ça, parce que ça a augmenté notre auditoire. Ça s'inscrivait aussi dans la mission de Radio-VM, qui elle-même a des points communs avec l'émission de Radio-Canada dont Félix parlait. Il faut comprendre que le journaliste scientifique, effectivement, il faut tirer notre chapeau à Radio-VM, à Radio-Canada, à des institutions comme ça, mais ce sont des institutions qui sont pas là pour faire des profits. Colette disait quelque chose tout à l'heure sur le vieux dilemme entre le journalisme, est-ce qu'il devrait être soumis aux lois du marché ou être soutenu par l'État, par des subventions?
Ben, l'histoire démontre que malheureusement, les lois du marché, ça marche pas pour le journalisme scientifique. C'est pas assez populaire pour ça. Ça attire pas beaucoup d'annonceurs. Et heureusement qu'il y a des institutions comme Radio-Canada, comme Radio-VM, qui considèrent que c'est important de consacrer un peu de place à l'information scientifique. Oui, mais en 2023, on penserait qu'avec Internet, les vidéos, la radio, mais en fait, il y a beaucoup de balados qui se créent, il y a beaucoup de radios, puis l'agence Science Presse crée des balados aussi. C'est fou de voir effectivement à quel point les prophètes de malheur disaient, bon, les gens écouteront plus, la radio s'est dépassée, et puis bon, ben, la balado, il y a effectivement une explosion. On a créé à l'agence l'année dernière une balado qu'on a appelée la balado du détecteur de rumeurs, donc pour parler de vérification des faits en sciences d'une façon différente par l'audio, et on vient de lancer la 2e saison. Donc, c'est un outil, Dieu sait où ça va nous conduire, mais c'est un rappel qu'il y a toutes sortes de publics à aller rejoindre, qu'on rejoignait peut-être plus ou moins par les canaux traditionnels, le bon vieux texte, et qu'il faut expérimenter parce que les jeunes sont là, et les jeunes sont souvent là avant nous, les vieux, en tout cas moi, le vieux, et si on n'expérimente pas, si on n'innove pas, on perd une génération, littéralement. Oui, mais déjà en 1980, Félix, il y avait de la science à la radio. Et il y en avait à Radio-Canada, c'est sûr, et il y en avait dans les médias régionaux grâce à l'agence Science Presse qui faisait parvenir ses feuilles multicolores chaque semaine à une 60aine de stations de radio qui payaient un petit montant de $50 d'abonnement par année. Donc l'agence dans ce temps-là, elle vendait ses textes. C'était une idée aussi pour être sûr que les médias d'information, puis ils tenaient vraiment à recevoir nos textes, notre contribution. Alors, on leur chargeait un petit montant. Oui, c'était une manière, en fait, de diffuser la science un petit peu partout. Un mot de la fin, Pascal? On espère qu'on est là pour un autre 45 ans. On espère surtout qu'on va que davantage de gens, parce que c'est ça l'enjeu clé, davantage de gens vont prendre conscience de l'importance d'une information crédible, fiable, vérifiée, que tout n'a pas une valeur égale dans le monde de l'information, que toutes les opinions n'ont pas une valeur égale, de la même façon qu'en science, toutes les études n'ont pas une valeur égale. C'est un travail de longue haleine, mais c'est pour ça qu'on parle d'éducation à l'information. C'est pour ça que cette expression-là circule, parce que il y a vraiment un travail d'éducation à faire qui était peut-être pas de mise il y a 30 ou 40 ans, mais qui l'est aujourd'hui à l'heure où n'importe qui peut créer n'importe quoi sur Internet. Oui, les fameux réseaux sociaux. Donc, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Pascal Lapointe, rédacteur en chef donc depuis 2007 quand même. Félix Maltais, premier directeur de l'agence Science Presse et fondateur du mouvement éducatif Les Débrouillards, et de Colette Brun, professeure titulaire et directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Merci à tous les trois. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la aussi. Si vous en avez aimé, visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour mieux nous connaître et apprendre sur notre histoire. Passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.